Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien YouTube, que tu as mangé des petites patates. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de test de Minecraft Dungeon. Un projet pour le moins, comment dirais-je, camoulox. Puisque l'idée c'est de faire un hack and slash dans l'univers de Minecraft. Donc quand j'avais entendu parler du projet, j'avais levé un sourcil dubitatif. Parce que c'est pas forcément deux univers qu'on imagine mélangés ensemble. Et je m'attendais soit alors à un jeu tout pété où on a sorti un jeu juste pour dire on l'a mis dans l'univers de Minecraft parce qu'il y a plein de gens qui jouent à Minecraft donc du coup ça va se vendre donc on s'en fout, je joue à licence standard, ou alors éventuellement à un espèce de hack and slash avec juste un skin Minecraft, juste une apparence de Minecraft. Et en fait il en est rien. Il n'en est rien, le jeu a vraiment des idées intéressantes. Donc globalement, on va être sur du hack and slash, on va se balader dans des instances, on va looter du loot et on va XP de l'XP et ça va être génial. En sachant donc que le personnage, il va être défini, enfin il va avoir en termes d'itemisation une arme de corps à corps, une arme de distance, une armure et des artefacts qui vont être des sortes de compétences spéciales qui vont se déclencher. Et chaque item, c'est là où ça commence à devenir intéressant, chaque item donc va avoir un niveau qui va définir ses stats de base. Donc plus vous allez avoir un item haut niveau, plus il va être puissant. Mais il va également avoir des slots d'enchantement, de 1 à 3 slots d'enchantement. Et quand vous avez un nouvel item qui tombe, vous avez des possibilités d'enchantement et vous devez en choisir une par emplacement, dans lequel vous allez investir votre XP. Donc chaque XP vous donne un niveau, et ça, c'est là où le jeu est quand même vachement intelligent, c'est qu'il a vraiment repris des choses propres à Minecraft. Le fait qu'on ait une arme de corps à corps et de distance, c'est vraiment en raccord avec l'univers de Minecraft, parce que si vous y avez joué, vous savez qu'on se balade souvent avec un arc et une arme de corps à corps pour pouvoir pallier aux deux choses, ce qui est pas forcément la norme, on va dire, dans les hack and slash, où on va partir soit sur un build corps à corps, soit sur un build distance. Là, ils proposent les deux. Et du coup, le fait qu'on se retrouve à gérer des flèches, ça a un intérêt parce que ça nous bloque pour jouer full distance, mais en même temps, la distance va avoir de l'intérêt, et donc on fait vivre les deux. Et donc, quand on trouve un item, on va avoir nos points d'expérience qu'on va investir dans les enchantements de l'item. Et ça, c'est raccord aussi avec l'univers de Minecraft, puisque dans Minecraft, quand on enchante de l'équipement, en fait, c'est avec l'XP de notre personnage, avec les niveaux qu'on a gagnés en tuant des ennemis, en faisant moult activités, qu'on va pouvoir aller choper des enchantements. Et ces enchantements-là, dans la méthode standard d'enchantement sur Minecraft, on va les faire dans une table d'enchant et on va avoir un des enchantements qui vont être affichés de ceux qu'on va avoir sur l'item, et on va avoir 3 possibilités. Et là, on va retrouver ce système-là, on va pouvoir choisir un des 3 enchantements et on va investir notre XP dedans, donc on va se fermer un choix, il y a un vrai choix à faire, c'est est-ce que je prends un shell, est-ce que je prends tranchant, est-ce que je prends un piqué, sachant que si je commence à mettre de l'XP dans le tranchant, je pourrai plus en mettre dans les autres, et idem pour le deuxième enchantement, etc. Donc, plus on va aller en niveau, plus il y aura possiblement de slots d'enchantement. Donc en termes d'itemisation, quand on drop un item, il faut regarder son level, il faut regarder les slots d'enchantement, ceux qui sont disponibles, comment on peut le faire rentrer en synergie avec les autres items. Donc il y a quand même une belle profondeur, sachant que donc on a les artefacts qui vont se déclencher. Alors si vous voyez là, hop, je le déclenche, j'ai un cooldown, on voit qu'il se recharge. Donc la plupart des artefacts se passent avec des cooldowns, mais il y a aussi une mécanique qui va se rapprocher de ce qu'on connaît dans PoE avec les Val Skills, donc où en fait on va devoir tuer des ennemis pour aller buffer, enfin pour remplir une jauge qui va nous permettre de déclencher la pompe, en sachant qu'on va avoir plusieurs paliers qui vont se déclencher en fonction du nombre d'âmes qu'on a engrangé, qui vont rendre l'utilisation de l'artefact plus puissant, mais en même temps, si je le déclenche trop souvent, je vais abaisser parce que ça consomme des âmes, donc je vais abaisser la quantité d'âmes que j'ai de dispo, et donc il sera moins fort. Et d'autre part, les ennemis qu'on tue grâce aux artefacts qui consomment de la puissance ne nous redonnent pas d'âmes. Donc dans l'idée, on peut, comme dans les Valskills, on a aussi cette période qui empêche de gagner des subs. Là ça va être la même chose, donc on peut pas être permanent en train de balancer le truc qui tue des mobs et nous redonne des charges. Donc vraiment, il y a vraiment des choses qui sont plutôt bien pensées. Alors on a un jeu qui va pas être orienté comme PoE sur du trade en multi,
Hein, c'est vraiment cantonné à notre perso. Et du coup, il propose pour chaque zone, donc il y a une difficulté qu'on peut choisir, et on va avoir des loots possibles. Et donc on peut farmer des zones précises si on veut aller, par exemple si je veux avoir des faux des âmes, bah, je vais farmer cette instance pour essayer d'en dropper. Pareil pour les artefacts. Donc on a un loot qui est défini par les zones qu'on va faire, donc c'est assez cohérent avec le fait qu'il n'y ait pas d'échange avec les joueurs. Ça évite qu'on loot tout et n'importe quoi n'importe où. Là on sait ce qu'on peut aller chercher, en sachant que au début, bah, tous les loots vont apparaître comme inconnus, donc il va falloir tester un petit peu les instances, looter un petit peu les items pour savoir où se trouve tel ou tel item. Et une fois qu'on le sait, bah, après on peut aller farmer la zone qu'on veut pour aller se stuffer comme on le souhaite. Donc on a un niveau de difficulté qu'on peut définir qui va augmenter la difficulté de la map, mais le level des items qu'on va dropper. Et on a également des modes de difficulté, donc le par défaut, aventure et apocalypse, qui sont des choses qu'on retrouve par exemple dans les Diablo, hein, les difficultés enfer, cauchemar, etc. Donc qui vont monter à chaque fois qu'on va finir le mode histoire, donc qui va jusqu'au sommet d'Obsidienne. Et donc on va repartir pour redébloquer les zones et avoir de nouveaux loots, de nouveaux items, de nouveaux enchantements possibles. Et donc on a comme ça un ramp-up de la puissance disponible. On a également dans les maps, si on va en faire une petite, peut-être on peut aller faire le bois des creepers là, que je vous montre ça. On a les mobs emblématiques de Minecraft et d'autres qui sont rajoutés, mais qui restent dans l'esprit de Minecraft, et ils ont essayé de les mettre de façon intelligente, cohérente avec le jeu, et qui sont intéressantes en termes de gameplay. Donc on va retrouver les squelettes qui tirent à distance, les zombies qui viennent au corps à corps. On a les creepers qui viennent nous arriver péter sur la gueule, donc il faut les buter avant qu'ils explosent. On a les sorcières qui viennent poser des zones de dot, etc. Donc tout ceci a été retranscrit en langage de gameplay. Alors après, en langage hack and slash, on va dire. Après, on peut trouver, donc sur les ennemis, il y a des consommables qui tombent, qu'on peut venir prendre, qui nous redonnent des points de vie, qui vont nous donner un buff de DPS, etc. Donc là encore, on a du consommable qui vient s'ajouter à l'équation. Et encore une fois, par rapport à ce qu'on peut trouver dans Minecraft, c'est pas incohérent non plus. Donc on va aller tabasser les mobs, et on espère trouver des petits loots intéressants en les tabassant. On gagne de l'XP donc pour récupérer des points sur nos stats. Donc là on a beaucoup de zombies pour l'instant. Je suis tombé, donc on en parlera après, je suis mort. Alors on en reparlera après, donc on a des niveaux qui sont assez dans la verticalité. On le voit ici, il nous reste 2 vies, on a un nombre de vies fixe, un petit peu comme le nombre de portails dans PoE. Pour finir l'instance, après quoi elle est loupée, en sachant que quand on termine une instance, on a automatiquement un loot qui va tomber, et vous voyez pour l'instant là on a quand même tué déjà une petite quantité de mobs, et on n'a pas eu, voilà, là on a eu le premier item looté. Donc on va pas avoir une loot explosion comme on a dans PoE, donc le fait d'arriver jusqu'au bout de la map c'est quand même quelque chose d'intéressant. Là on voit qu'on a droppé de la TNT, qui font partie des petits consommables qu'on peut choper, on peut la lancer, sachant que la TNT peut nous péter à la gueule aussi, ça aussi c'est bien référencé par rapport à Minecraft, et ça rajoute juste une petite mécanique. Donc on a des choses plutôt intéressantes. Ce qu'on va dropper aussi, c'est des rubis qui vont servir au système de PNJ pour acheter des items, on va le voir après. Donc là encore, dans le jeu, on peut échanger avec les villageois, dans le Minecraft original, on peut échanger avec les villageois des émeraudes contre des items, et donc là on a la mécanique qui est reprise. Là je viens de ramasser des flèches, donc qui vont me servir entre guillemets de carburant pour mon arme à distance, hein. J'ai ma petite arbalète qui peut tirer, sachant que sur les armes à distance on va avoir principalement les arcs. Alors il y a plusieurs types d'arcs et plusieurs types d'arbalètes, et donc les arcs et les arbalètes qui comme dans Minecraft, les arcs ont la possibilité d'avoir plusieurs niveaux de charge qui vont nous donner plus ou moins de dégâts, là où les arbalètes n'ont pas besoin d'être chargées, mais ont une recovery, enfin un nombre d'attaques par seconde qui est plus faible, mais avec des dégâts qui peuvent être éventuellement meilleurs. Donc voilà, on a pas mal de possibilités, de choses différentes, et donc on va apporter la map. Donc là on avait le petit objectif, c'est de libérer un des villageois, hein. Enfin, vraiment l'univers Minecraft est plutôt bien respecté, puis bien sûr au niveau graphisme, mais pas que, il y a vraiment, voilà, l'idée le respect de Minecraft est dedans. On a aussi des mobs passifs qui peuvent se retrouver dans les maps, là c'est des moutons. On peut également, on vient de faire le level up, donc mon nombre de points
à investir dans mes items augmente, en sachant que on peut augmenter au maximum au niveau 3 les enchantements qu'on a sur les items. Donc le nombre d'enchantements que vous allez pouvoir monter va être limité, le nombre de points que vous allez pouvoir dépenser. Et donc quand vous arrivez à assez haut level, vous pouvez avoir plus de points que nécessaire. Et du coup, ça vous permet éventuellement d'entretenir plusieurs stuffs différents. C'est comme je disais, on dépense l'XP dans les items. On pourrait se dire, ah, mais du coup, si l'item j'en veux plus, bah j'ai perdu mon XP. Non, parce que vous pouvez recycler l'item et vous récupérez votre XP. Ce qui fait que quand vous êtes un peu en limite en XP pendant le leveling, vous allez avoir la problématique de... je voudrais passer sur cet autre item-là, cette autre arme de corps à corps. Par contre, ça veut dire qu'il faut que je détruise mon ancienne arme de corps à corps pour récupérer les enchantements. Donc si je me plante, du coup, j'ai perdu mon ancienne arme et il faut que je me débrouille avec la nouvelle que je viens de looter, dans lesquelles j'ai investi mes points d'XP. Donc ça amène des questionnements intéressants. Et on va parler un petit peu aussi du build, tel que je l'ai fait là sur ce perso par exemple, ce qui peut être un petit peu intéressant. Vous voyez les possibilités qu'on a. Donc mon perso il va se battre avec des gantelets qui lui permettent d'avoir une grosse vitesse d'attaque. Donc par rapport aux autres armes, on est sur quelque chose d'assez rapide. On va se battre avec un arc que j'ai pris là, c'est juste parce qu'il a un gros dégât de base uniquement. Et surtout, par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, je suis parti sur une robe d'évocation qui me donne un bonus de santé, comme toutes les armures. Mais surtout, je l'ai pris parce qu'elle a un passif intéressant qui diminue le temps de recharge des artefacts. Et en plus, j'en ai réussi à en choper une avec l'enchantement qui diminue à nouveau le temps de rechargement des artefacts. Donc les temps de rechargement des artefacts sont là. Et là, ici, on a par exemple les champis qui font que quand je les claque, ma vitesse d'attaque augmente singulièrement. Donc on va attendre que le cooldown passe pour que je vous montre ma vitesse d'attaque de base, on va dire. Là, on doit l'avoir passé, voilà. Donc là, c'est quand j'attaque normalement. Et quand je vais claquer le petit champote, voilà, elle augmente drastiquement. Et donc vous voyez qu'il y a ce petit proc de zone qui part, et bien sûr, plus j'attaque vite, et plus il va vite partir souvent, et plus je vais pouvoir envoyer ce projo sur les ennemis régulièrement. Et j'en ai deux, parce qu'avec la réduction du cooldown que j'ai pu avoir sur l'armure, je peux, en alternant entre les deux, être en permanence sous ces effets-là, et donc toujours avec une grosse vitesse. Et puis mon dernier artefact, c'est un artefact de heal. Donc je peux le poser, je claque mon champignon, et puis je bastonne les ennemis pendant que j'ai un solide buff de solide regen de points de vie, sachant que tout le monde a par défaut une potion de points de vie qu'on peut claquer, qui va nous mettre full heal, et qui va avoir un CD qui est un petit peu long. Donc c'est vraiment dans les moments tricky, vous allez pouvoir la claquer. Mais c'est pas pour tout le temps. Donc vous voyez, on a quand même un système qui est plutôt bien pensé, un jeu qui est intelligemment fait. Là voilà, on a un nouvel ennemi, bon lui je l'ai claqué tout de suite, mais lui il va pouvoir buffer les sbires et les rendre beaucoup plus forts. Donc il va falloir aller le chercher, parce que les ennemis qu'il va buffer vont être incombables, vont mettre beaucoup de dégâts. Donc il va falloir aller le focus, donc ça demande comme là voilà, par exemple, on voit qu'on a un vindicateur enchanté, là que j'essaie de tomber, j'avais beaucoup de mal. Bon là on est sur une zone où maintenant je règle un peu le contenu. Mais je peux vous garantir que vous tombez dessus sur une zone où vous êtes un peu light niveau stuff, c'est très 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 vite l'angoisse. Hein. Le jeu de ce côté-là il fait pas de concession, si vous êtes dans le mal, et il vous marche dessus bien gentiment. Ce qui est plutôt agréable, hein. On n'a pas envie que le contenu s'ouvre de nous-mêmes, on a envie de réfléchir sur notre perso, sur son équipement, etc. D'aller farmer des zones pour enfin battre la difficulté. Donc voilà, tout ceci est plutôt très bien. Les zones sont bien différenciées, il y a des combats de boss qui peuvent être vraiment pareil, intelligents dans la façon dont les mécaniques sont conçues, avec des boss à phase qu'il va falloir apprendre à connaître pour aller battre ensuite. Voilà, on a un indicateur qui nous indique où il faut y aller, mais on a aussi la possibilité d'aller explorer d'autres coins de la map qui vont nous débloquer des loots supplémentaires, et puis parfois aussi des zones qui vont nous permettre d'avoir accès à carrément des instances supplémentaires qu'il faut aller débloquer. Et c'est des instances qui généralement sont assez généreuses en loot, donc il y a aussi
une vraie volonté du jeu de nous pousser à l'exploration. Donc avec des petits secrets cachés, etc. Qui pour le coup sont intéressantes in-game pour aller débloquer des zones particulières. Donc voilà, dans l'ensemble, vraiment quelque chose de bien pensé, d'intelligent. Et quand on part de la base de on va faire un hack and slash dans Minecraft, c'était vraiment pas gagné. On arrive à ce niveau-là. Donc là, on va avoir beaucoup de creepers. Ça va être un peu compliqué. Parce que les creepers font pas mal de dégâts quand ils explosent. Donc il faut vraiment que j'arrive à les tomber. Voilà, là il m'a pété la gueule, donc c'est le moment où je vais claquer ma popo de soin, parce que ça s'est pas très bien mis. Là j'avais beaucoup de cibles à tomber très rapidement, et sur le multi pour l'instant avec ce perso j'ai un petit peu enfin de l'AOE on va dire, j'ai encore un peu du mal. On va essayer de trouver d'autres armes avec peut-être des enchantements plus d'AOE. Pour son arme de corps à corps, j'aurais pu aussi essayer de me les faire à distance, mais pour l'instant j'ai pas trop travaillé l'arme de distance. Je m'en sers surtout pour les boss où j'ai besoin d'un gros dégât à assez longue distance. Voilà, là on a les petites araignées qui vont nous apporter aussi une mécanique supplémentaire. Donc elle nous balance une toile, et quand on est pris dedans, bon là elle m'a loupé, elle a réussi à me louper la coquine. On va essayer de rester mobile. Toujours pas. Voilà. Là par contre elle m'a bloqué dedans, je ne peux plus bouger. Donc voilà, la petite araignée, alors bon, dans Minecraft de base elle balance pas de toile, mais elles ont, dans Minecraft elles ont surtout la capacité de monter au mur, ce qui dans un hack and slash est pas forcément est très intéressant pour les mobs hostiles. Donc le fait qu'elles puissent nous immobiliser comme ça, voilà, quand on se tape une cave avec beaucoup d'araignées ou qu'on a d'autres ennemis, bah tout de suite ça va foutre le sbeul. Donc voilà, il y a une volonté, voilà, de proposer un vrai jeu avec un vrai hack and slash, mais vraiment dans l'univers de Minecraft. Donc je dis pas que sur le papier c'est un truc qui va durer des milliers d'heures comme on peut en passer sur PoE, mais pour un petit hack and slash c'est quelque chose d'intéressant, de rafraîchissant. Voilà, on en a cherché un petit peu, gratté un petit peu, on a trouvé un coffre en plus, du loot en plus. Donc on va pouvoir examiner, on va pas se faire toute la zone, parce que maintenant il va falloir qu'on parle des choses qui sont moins bien. Parce que pour l'instant je vous fais un aspect dithyrambique sur le jeu, mais en réalité c'est beaucoup moins la joie que ça. Bon alors premièrement on peut regarder donc le système d'itémisation avec les émeraudes qu'on ramasse, et globalement ça consiste à je reste appuyé là-dessus, il me donne un item aléatoire à peu près de mon niveau, et puis c'est tout. Et là on a le même mais pour les artefacts, donc les items qui vont en bas. Donc ils coûtent un peu plus cher, c'est normal parce que les artefacts eux n'ont pas d'enchantement. Donc ils sont juste définis par leur level et leur type. Donc c'est un peu normal, on va trouver plus facilement l'item qu'on veut, donc c'est normal qu'il soit plus cher. Déjà c'est pas fou, mais c'est pas ça qui est enfin ça fait pas partie des gros problèmes du jeu. Parce que des gros problèmes, il y en a un certain nombre. Premier problème, ça va être la maniabilité. Le jeu, je pense qu'il a vraiment été pensé pour être joué à la manette. Ce qui, pour un hack and slash, est problématique, parce que des gens veuillent jouer à la manette, parce qu'ils ont une console, parce que machin, parce qu'ils veulent, moi ça me pose pas de problème qu'on leur donne la possibilité de le faire, c'est très bien. Maintenant, le hack and slash, c'est hack and slash. Hack, c'est parce que j'attrape avec ma souris, c'est presque autant dans le titre, enfin dans le genre du jeu, qu'il faut jouer à la souris que le point and click. Hein. Là, on est à un niveau où je sais qu'il y a des gens qui jouent à des shmups avec des guitares de Guitar Hero, mais c'est pas, on peut pas dire qu'on va faire un jeu qui soit spécialement orienté pour. Et du coup, par exemple, ça m'arrive très régulièrement. Il y a un ennemi ici. Je suis en train de le taper, je veux me barrer, donc je clique vers le bas, et mon personnage ne va pas vers le bas, il continue de taper la cible la plus proche. Parce qu'il y a un système, déjà parce que la touche pour se déplacer, la touche pour attaquer sont la même, pour l'attaque au corps à corps, ce qui est un problème, et parce qu'il doit y avoir un système de détection auto hérité de la console qui fait que il reste focus sur l'ennemi, et même pire que ça, il peut continuer à avancer, il commence à faire des allers-retours à danser alors que ma souris est maintenue pour s'échapper. Donc c'est extrêmement frustrant. Mais il n'y a pas que ça. Donc le jeu a voulu gérer une verticalité, on l'a vu dans le niveau qu'on a fait précédemment, et ça peut vite devenir extrêmement pénible. Parce que déjà, c'est pas indiqué sur la minimap les différences de niveau. Donc si vous naviguez à la minimap, les différences de niveau, vous ne les verrez pas. Et surtout, ça va complètement vous fucked up la tête pour les déplacements
dans le jeu. Donc, par exemple, là, je vois que je peux tomber, mais par exemple, si je reviens derrière, bah, il faut que je comprenne que là, déjà, mon personnage est caché parce qu'il y a une hauteur, parce que je peux pas remonter à l'avant. Là, au niveau du truc, bah, voilà, il fallait savoir que je pouvais passer sous l'escalier. J'ai pris un niveau hasard, hein. Je vais pas essayer de vous montrer un truc spécial. Là, je sais pas pourquoi je peux pas passer. Donc là, il n'y a pas trop de mobs. Ça va, quand vous êtes noyé sous une armée de mobs, que c'est un truc un peu compliqué, vous allez vite vous retrouver dans le mal. Là-dedans, je vous invite là, à dire qu'est-ce qui est du décor, qu'est-ce qui est traversable, qu'est-ce qui nous bloque la ligne de vue. Bah ça, par exemple, ça me bloque la ligne de vue ou pas, je peux grimper dessus. Ça, je peux pas grimper dessus. Est-ce que ça me bloque la ligne de vue? Est-ce que ces champis-là me bloquent, oui ou non? Est-ce que ceux-là me bloquent, oui ou non? C'est pas clair, en sachant qu'en plus, ils ont voulu mettre dans le jeu un système de, si je tombe là, par exemple, et je sors du décor, et donc je repop en ayant perdu des points de vie. Et ça, je peux vous garantir, quand vous voulez faire une roulade, donc la roulade qui est ici, hein, qui est pareil, qui marche avec un CD, il y a un certain nombre de mécaniques aussi qui s'appuient sur la roulade, qui viennent déclencher des effets sur les roulades. Je vous garantis, quand vous décidez de dasher, pour vous sortir d'une situation un peu difficile et que vous tombez dans un trou, ça peut être légèrement énervant. Mais là, on n'est même pas sur le niveau où ces questions de hauteur sont les plus folles. Et c'est renforcé en fait par le fait que il y a beaucoup de décors, il y a vraiment il y a un petit travail qui a été fait sur garder du pixel art, enfin du pixel art, du voxel façon Minecraft, mais lui donner vraiment une belle ambiance, etc. Mais on y perd à un niveau de lisibilité, c'est infernal. Et vous passez plus de temps à essayer de comprendre où sont les mobs, où est-ce que vous êtes vous, si vous pouvez les atteindre avec leurs flèches, si eux peuvent vous atteindre avec leurs attaques à distance, et quel chemin aller prendre pour les tabasser, qu'à essayer vraiment de faire avancer le game. Et ça, c'est vraiment problématique. Parce que ça va souvent vous coûter des morts, de la frustration, des blocages, de la rageance, quoi. Pour rien, parce que ça apporte pas une dimension stratégique supplémentaire au jeu. Traditionnellement, les hack and slash sont relativement assez plats. Il y a quelques petites différences de niveau, mais elles sont très marquées dans le décor, vous les voyez sur la minimap, et elles peuvent vous apporter un avantage stratégique, parce que vous pouvez vous dire, bah tiens, si, là par exemple, savoir si je peux monter ou pas sur ce truc-là, là encore sur la minimap, je peux le voir, mais savoir que je vais être en aplomb, que les mecs au corps à corps vont pas pouvoir venir me charger, si c'est clair, là on peut en faire un aspect stratégique, là on peut rien en faire, on le subit, 90% du temps, et le reste du temps, on s'en sert pour guaquer un peu le jeu, mais c'est vraiment dans des conditions très particulières, sachant qu'on a des ennemis voilà, comme les creepers qui peuvent vous péter la gueule, des araignées qui peuvent vous cesser, donc complètement vous bloquer, vous immobiliser, vous avez besoin d'être réactif. Si vous devez passer votre vie à comprendre comment fonctionnent les niveaux, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, mais c'est pas le seul, hein. C'est pas le seul. Il y a le recours au CC, donc le crowd control systématique, pour une bonne partie des mobs qui va s'avérer problématique. On va se barrer, je vais vous montrer ça dans un niveau où c'est peut-être plus flagrant. Donc le CC, globalement, c'est quoi? C'est manipuler les possibilités de jeu de l'adversaire. Globalement, c'est dire, ah bah là, les araignées, quand elles me bloquent, elles m'empêchent de bouger. Quand dans un jeu, dans un hack and slash ou n'importe quel jeu, vous allez ralentir un ennemi, vous allez le silence, vous allez faire tout un tas de choses. Donc c'est des choses que quand vous les appliquez à un ennemi, c'est de la stratégie, de la tactique, vous pensez comment vous allez pouvoir construire votre build pour annihiler les adversaires, donc ça rentre dans votre réflexion, c'est un paramètre à prendre en compte, et c'est plutôt intéressant. Quand vous le subissez en tant que joueur, là par contre ça devient beaucoup plus problématique. Alors, je vais mettre de côté la question des boss. Les boss peuvent éventuellement faire du CC, et c'est des paramètres qu'on peut prendre en compte, hein. Par exemple, s'il y a tel ennemi, s'il me regarde dans les yeux, quand il est en train de faire telle phase avec sa queue qui se lève, dans PO, vous devez voir le boss duquel je parle, il vous pétrifie et vous devez immobiliser pour X temps. Bon bah là c'est un paramètre que vous pouvez prendre en compte, vous savez quand il fait cette phase, faut pas se mettre devant, et finalement c'est un peu comme si c'était une AOE qui posait au sol. Le problème c'est quand vous êtes en combat de pack comme ça avec beaucoup d'ennemis, devoir surveiller 14 ennemis qui vont faire ces effets-là, c'est juste impossible, et donc vous allez vous retrouver bloqué. Et je préfère que les ennemis posent des dots, posent des AOE, posent du dégât, parce que même si ça me fait mourir, ok, je sais comment il va falloir que je sois plus puissant, plus résistant, plus fort, etc. Quand un ennemi m'immobilise, c'est que le jeu m'empêche de jouer. Et ça, c'est un peu contre-intuitif. Et on va rapidement arriver à des situations qui sont complètement inguacables.
Je sais pas si on va le voir. On va essayer de faire un tour à la mine de redstone. Donc typiquement, on a un des ennemis, c'est un magicien qui va avoir 2 attaques. Soit il pose un totem qui pop et qui clignote un petit peu avant d'exploser, un peu à la façon des creepers. Donc il y a un petit temps pour voir que le totem est là et se barrer et s'éloigner pour éviter qu'il nous pète à la gueule. En plus, il a du friendly fire sur les autres sbires, donc on peut s'en servir finalement pour DPS les autres ennemis aussi. Ça peut être un truc intéressant. Mais il a également aussi des murailles qu'il va poser autour de nous pour nous bloquer. Alors, c'est plus intelligemment fait que le combat de Sirius dans PoE, puisqu'il y a toujours une sortie. Le problème, c'est que les ennemis dans le jeu vont avoir... Il y a du body block. Ils peuvent nous bloquer avec leur corps. Donc si vous tombez entre les murailles de ce mob et derrière, il y a un gros mob bien tanky. Bah là, on vient de voir un autre problème aussi, on va en parler. Les problèmes de repop. Et un autre gros mob qui vous bloque dans le dos, et derrière vous avez des mobs qui vous snare, qui vous bloquent et qui vous DPS, qui vous explosent à la gueule, bah vous vous retrouvez très vite bloqué. Et le problème, alors lui c'est vraiment l'archétype du mob boulet, c'est qu'en plus il peut faire ça off-screen. Donc vous pouvez même pas aller le focus, parce que de toute façon il va vous balancer le sort avant même que vous le voyez. Et donc ça va être problématique. Ça va être extrêmement problématique. Parce que là, encore une fois, c'est du non-jeu. C'est pas moi je peux devenir meilleur, moi je peux mieux travailler mon perso ou quoi. C'est juste le jeu m'interdit de jouer et je suis mort, je ne peux rien y faire. Littéralement rien y faire. Et donc ça, c'est vraiment un gros problème. Parce que quand on rajoute en plus la lecture du niveau du sol qui va être compliqué, et ben on se retrouve dans une situation où on va se bloquer contre le décor, contre les mobs, contre des trucs qui pop depuis un mec on sait même pas où il se trouve et qu'il est en train de nous bloquer. Enfin, on se fait bloquer de partout et on se bat non plus contre les ennemis, mais contre la direction du jeu, contre le design du truc, à essayer de comprendre ce que le jeu essaye de nous proposer. On a des problèmes de lecture du jeu et pas des problèmes de skill en fait. Et c'est des problèmes qui sont insolubles parce qu'il y a de l'off-screen, parce qu'il y a des choses qui sont littéralement illisibles. Enfin, et ça, c'est vraiment un énorme problème parce que ça gâche vraiment l'expérience de jeu. C'est pas le seul problème, on va en parler. Bah, on peut en parler d'ailleurs maintenant. Quand vous mourrez, vous avez vu tout à l'heure, le repop se fait non loin de là où on est mort, sans période d'invulnérabilité. Donc dans PoE, typiquement, quand vous mourrez, vous repopez à votre portail, enfin, vous revenez dans la map depuis votre portail, donc depuis un endroit dont vous contrôlez le repop, et vous repopez avec une période d'invulnérabilité où vous pouvez au moins prendre conscience de ce qui se passe autour de vous. Là, vous êtes relâché au milieu du pack, qui vient de vous désosser, et sans la moindre période d'invulnérabilité. Donc, sachant que vous pouvez être dans une situation où vous étiez bloqué par le décor, par des mobs un peu chiants, etc., par des choses qui sont vraiment, encore une fois, c'est pas de la difficulté, c'est du manque d'ergonomie, bah ça vous rend le jeu extrêmement pénible, et ça vous ruine vraiment l'expérience. Le fait est aussi qu'ils ont dans le jeu la sale manie de nous mettre dans les levels des boss de précédents levels. Et ça, encore une fois, c'est un problème, parce que autant un boss, quand vous l'affrontez seul, vous pouvez lui faire une assez grande dangerosité, beaucoup de points de vie, et des phases un peu complexes, où il va falloir éviter des projets qui balancent, etc., etc. Mais quand c'est dans le contexte d'un niveau qui est difficilement lisible, avec des ennemis qui vous cessent, plus les vagues de mobs qui sortent à droite à gauche, bah tout de suite, ça devient imbitable, quoi. Littéralement imbitable. Vous ne faites que subir le truc. Et dans ce niveau-là, je crois que non, c'est pas dans ce niveau-là, c'est celui qui est après. On a le cas du golem qui va popper, par exemple, en même temps que des magiciens qui vont venir vous faire du CC. Et ça, c'est vraiment une erreur de game design. Et je sais pas si j'ai d'autres trucs en tête encore à reprocher, mais globalement, enfin si, il y a aussi le fait qu'on nous a mis, donc il y a un système, comme je vous l'ai dit, qui est assez riche avec les enchantements. Mais vous voyez, par exemple, je me balade avec cet arc simplement parce que c'est lui qui a le plus de dégâts dans ceux que j'ai pu looter. Parce qu'en fait, les plages brutes des items sont beaucoup plus importants, à quelques exceptions près, sont beaucoup plus intéressants
que les enchantements. Et du coup, bah, la belle richesse qu'on avait sur les items, elle s'effondre aussi. Donc, tout ça, je vais pas faire une liste à la Prévert parce que ça va durer indéfiniment. Parce que moi, le jeu, au départ, donc je me suis rendu compte qu'il y avait des gros problèmes, mais je me suis dit, je vais quand même bourrer, comme un animal, euh, pour, euh, pour pouvoir vous faire ce test. Me dire que je suis allé jusqu'au bout du contenu pour faire... Mais j'ai lâché l'affaire. Honnêtement, j'ai lâché l'affaire. J'ai dû passer 3 quarts du temps de jeu que j'ai passé juste à essayer de forcer pour faire les vidéos. Mais ça m'a mis une tête comme ça, j'en pouvais plus. Vraiment, j'ai essayé de me mettre une série à côté pour préparer les vidéos, mais je pouvais plus. Je pouvais vraiment plus. Aller jusqu'au 3e groupe de difficulté, là, dans ces conditions-là, c'était vraiment trop relou. Et c'est vraiment dommage, parce qu'encore une fois, le jeu, il a vraiment des belles idées, des belles mécaniques, encore une fois, sur un pari au départ qui semble complètement con. Hein. C'est faire un hack and slash dans Minecraft, c'est camoulox, quoi. Et ils arrivent à sortir quelque chose d'intéressant, de cohérent, de bien pensé. Mais par contre, la finition, elle est à chier, mais partout, quoi. Le level design est à chier, avec ces histoires de hauteur, de trous, de lisibilité qui sont dégueulasses. Le design des mobs peut être intéressant, mais il est immédiatement animé parce qu'il y a 80% des mobs qui sont inergonomiques à combattre. Encore une fois, on a un système d'itemisation qui est intéressant, mais au final, on se rend compte que c'est l'e-level qui compte par-dessus tout, et le système de craft, bah, il est vraiment plus que trop basique. D'ailleurs, j'en reparlais de la maniabilité à la manette. Là, vous voyez, pour échanger, je peux pas spam clic. Il faut que je maintienne le clic. Là, super, et ensuite je recommence. Alors, avec la touche espace, on peut maintenir, faire espace et recliquer dessus, ça nous évite de bouger la souris. Mais ça, en fait, c'est parce que c'est hérité de la console. Sur la console, le risque de spam, c'est qu'il peut y avoir des miss sur l'appui de touche. Des choses qu'on peut regretter. Mais sur la souris, on n'a pas besoin. Et le fait de maintenir pour aller valider un échange, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et, mais ça, c'est anecdotique par rapport à tout le reste, qui fait que le contenu est pénible à faire. Vraiment, c'est pénible. J'ai pas fait les stats, mais je dois être à 98% de mes morts qui sont dus uniquement à des problèmes de lecture de ce qui est en train de se passer à l'écran. C'est pas parce que j'ai mal réagi, c'est pas parce que j'ai pas réagi assez vite, c'est pas parce que mon build c'était un match-up que j'avais en face, c'est parce que c'est mal branlé. Et ça, c'est un problème. Alors, à terme, quand vous débloquez les derniers niveaux, etc., d'enchantement, etc., vous pouvez avoir des choses qui peuvent vous permettre de phaser à travers les ennemis, d'avoir un dégât tellement conséquent que tout meurt autour de vous, et que de toute façon, bon, bah, tous les mecs qui vont avoir des fonctionnements un peu atypiques, ils vont finalement pas tant vous emmerder que ça. Mais le problème, c'est que vous allez devoir compenser le gameplay par votre niveau de puissance, et surtout quand vous allez arriver à vous affranchir de tout ça, c'est le moment où vous avez fini le jeu. Donc vous allez pouvoir commencer à vous amuser quand le jeu il est fini. C'est un peu dommage. Là, ce qu'ils ont fait, si on tente une comparaison foireuse, c'est genre, c'est SpaceX, ils disent qu'ils vont faire atterrir des boosters au retour de leur mission. Tout le monde se fout de leur gueule, ils s'acharnent, ils arrivent à faire ça, ce que personne pensait, enfin tout le monde trouvait ça complètement con et impossible, ce qui a été le cas de fournir un gameplay intéressant et hack and slash, mais vraiment dans l'univers Minecraft, et pas juste faire un skin. Mais par contre, c'est comme si SpaceX, j'en sais rien, ils n'avaient pas prévu d'attache pour pouvoir mettre de l'emport, d'avoir des charges utiles, donc ils peuvent faire décoller et atterrir des fusées, mais ils peuvent rien emmener dans l'espace. Là, c'est à peu près la même chose qu'ils nous ont fait. C'est qu'ils ont réussi à prendre un système vraiment intéressant, vraiment intelligent. Et ils l'ont complètement ruiné parce qu'ils n'ont pas fini le jeu, quoi. Parce que moi, si je devais acheter le jeu en boîte, quand le vendeur me demandait les 20 balles, je couperais un billet en deux et je lui en donnerais la moitié. Puis il me dirait, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec la moitié d'un billet? Je dirais, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec la moitié d'un jeu? Je peux pas dire ça autrement. Voilà, je pense que c'est encore une meilleure façon de le présenter. Donc, je ne recommande pas l'achat du jeu. Sachez toutefois qu'avec le Xbox Game Pass de Microsoft, si vous l'avez déjà, ou pour quelques euros, vous pouvez vous abonner un mois. Je dois être à 4 euros, un truc comme ça. Pour l'essayer, pour vous faire votre propre avis.
Mais sinon, je peux pas vous recommander de mettre 20 balles là-dedans. Ils vont sortir bientôt un DLC, hein, qui va être une suite de la campagne. Mais globalement, la seule chose que je m'attends dans cette suite, c'est toujours qu'ils aient pas corrigé tous les problèmes de fond, qu'ils vont continuer de nous mettre des ennemis qui vont faire n'importe quoi, qui vont être chiants comme la pluie, et qui vont rajouter des enchantements sur un système où on s'en fout, parce que de toute façon, ce qui compte, c'est l'e-level de votre item. Donc encore une fois, je veux bien qu'ils me proposent des nouvelles choses, et je suis sûr qu'il y aura des bonnes idées dans ces nouvelles choses, mais ce sera toujours ruiné par le fond qui est pas fini, quoi. Le jeu, il est pas fini, je suis désolé. Enfin, il a connu quand même une période de bêta qui est pas si courte que ça. Qu'on sorte avec un jeu dans cet état-là, c'est pas normal. Et encore une fois, c'est vraiment un gâchis parce que il y avait vraiment un potentiel de fou avec les idées qu'ils ont eues. C'était vraiment... c'est un gâchis, voilà. Je pense que je le mettrai en titre de la vidéo, d'ailleurs, que... test Minecraft Dungeon, le gâchis. Voilà, je peux pas vous en dire mieux. J'espère que ce petit format de test vous a plu. Bientôt, la nouvelle ligue de PoE Harvest va commencer, donc on va se retrouver en stream pour la faire. Je pense que, je sais pas, je vais peut-être vous faire une petite vidéo d'ici la prochaine ligue, mais un petit peu comme celle qu'on avait fait sur le système de trade, des choses un petit peu, on va dire, de fond. J'attends de voir ce que Harvest va changer en termes de méta, de crafting et de trade, parce qu'il risque d'y avoir des impacts assez significatifs, donc on va voir ce que ça donne. Donc je pense qu'on reprendra des vidéos plus tuto après la sortie de Harvest, une fois qu'on l'aura bien pensé, qu'on aura un peu compris ce qui se passe dedans. Je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à follow le compte Twitter, de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, de mettre un commentaire, de retweeter si tu faves et de faver si tu likes. Vous pouvez également venir sur Twitch, on fait des vidéos, vous avez tous les liens dans la description. Je te fais des bisous YouTube, et je te dis à bientôt. Mange des petites patates. Des bisous YouTube, des gros bisous.